Moussaillon! Sécurité! Faites rentrer Moussaillon! En avant pour l'édition 2025. Direction la salle de presse. Elle boit du café lourd comme du gasoil. C'est pas le vent qui le pousse, c'est la caféine. Bonjour Madame Villet. Bonjour. Vous êtes responsable de la Transat de votre Café L'Heure. Alors, je ne suis pas responsable de la Transat Café L'Or, je suis responsable éditorial D'accord. de la Transat Café L'Or. D'accord. Ok. Qu'est-ce que la Transat? Alors, la Transat Café L'Or Le Havre-Normandie, c'est une course à la voile D'accord. qui a 32 ans. On D'accord. en est à la 17e édition. D'accord. Et c'est l'une des 3 courses majeures du monde de la course au large. D'accord. C'est-à-dire que vous avez le Vendée Globe qui est la plus connue. D'accord. Ensuite, on a la Route du Rhum et la Transat Café L'Or. Et la particularité de la Transat Café L'Or, c'est que nous avons 4 classes. D'accord. Nous avons donc 4 vainqueurs et 4 parcours différents. C'est une règle de 4. D'accord. C'est tous les 2 ans. Et c'est une course qui part toujours du Havre et qui va dans une terre destination de café, c'est-à-dire dans une terre qui produit du café. On est beaucoup allé en Colombie, on est allé au Brésil. Et là, depuis 3 ans, nous partons en Martinique. Nous avons les plus grands marins de la course au large qui participent à cette course. D'accord. Et votre rôle dans cet événement? Alors moi, je suis responsable de l'ensemble des contenus. D'accord. Donc, qu'est-ce que sont les contenus? C'est tout ce qui concerne l'écriture, donc les articles, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la vidéo, la photo, tout ce qui nous permet en fait de raconter une histoire pour le grand public, pour les journalistes, pour nos partenaires. Donc, je suis là avec une équipe à peu près de 25 personnes. Et ensemble, on va essayer de raconter au mieux ce qu'est justement la Transat Café L'Or. On va raconter une histoire avec l'ensemble des skippers, avec les partenaires, pour qu'on puisse faire comprendre nos engagements, parce que c'est une course sportive, mais c'est aussi une course qui est très engagée socialement et sur l'environnement. Et ça, il faut aussi en parler. Donc on va raconter, on va écrire des articles, on va faire des vidéos, on va faire des photos et on va essayer de le diffuser au maximum auprès du grand public pour raconter ce qu'est l'événement. D'accord. Ok. Comment s'est construit la Transat pour en devenir incontournable aujourd'hui? Alors, la Transat, elle a été créée en 1993. C'était la première édition, donc il y a 32 ans. Et en fait, c'est la rencontre entre la ville du Havre, qui est le premier port caféier européen. D'accord. Donc, qui est vraiment un port très important. Il reçoit des tonnes et des tonnes de café journalier. D'accord. Et la marque Jacques Vabre, à l'époque, qui était donc un producteur de café. Et ils ont eu cette idée de créer une course qui retrace un peu justement cette route du café qui a été faite à l'époque, il y a au moins 400 ans, par Gabriel de Clieux, qui a été le premier à amener un plant de café en Martinique. Et de là, le plant de café, il est parti de Martinique et il a envahi l'Amérique du Sud. Et donc c'est comme ça qu'est née la course. La première édition était en solitaire, donc il y avait 15 skippers à bord du bateau. Et la deuxième édition, 2 ans plus tard, en 1995, s'est faite en double. Depuis, elle a grandi parce que elle a été organisée par un homme exceptionnel qui s'appelle Gérard Petitpas, qui était le bras droit d'Éric Tabarly. Éric Tabarly, qui est un grand navigateur et qui connaissait tous les marins. Et donc, il a fait venir les plus grands marins
pour venir naviguer sur cette course. Et c'est grâce à ces marins que la course a eu d'abord une notoriété, les médias s'en sont intéressés, et puis qui tous les 2 ans a continué, et puis surtout grâce aux 2 partenaires, hein, Le Havre et Jacques Vabre, qui sont toujours là pour organiser l'événement. D'accord. Ok. Comment est née cette idée? Et bien en fait, je pense qu'à l'époque, on avait la course au large était en train de se développer. On avait des courses comme la Route du Rhum, on avait le Vendée Globe, et il manquait quelque part une course un petit peu moins solitaire, une course en équipage. Et c'est un peu comme ça qu'est née cette course, sur cette rencontre, en disant il faut qu'on raconte une chose. Parce que pour faire une course, il faut raconter une histoire, tout le temps. Si on n'a pas d'histoire, ben, on n'a rien. Donc en fait, c'est vraiment une rencontre de personnes. Le maire du Havre de l'époque qui rencontre le directeur de la marque Jacques Vabre et qui se disent on aimerait faire quelque chose ensemble. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et comme il y avait une notion de partage, à ce moment-là, on l'a fait en 2. D'accord, ok. Merci bien. Merci à vous. Merci, je vous remercie. Regardez ça, tous ces bateaux. Oui, on dirait un Parkinson ici. Ah, ça c'est l'aventure, les grands larges, la liberté. Moi, je suis fatigué quand je regarde. Nous voici devant les monocoques. À gauche, il y a les classes 40. Et à droite, il y a les IMOCA. Tiens, Wissam, tu peux nous parler de ces bateaux? Bien sûr, Kautar. Les classes 40 et les IMOCA sont des monocoques, c'est-à-dire des bateaux à une seule coque. Ils ont tous un safran pour se diriger, une quille pour rester stable, un mât et des voiles pour avancer. La classe 40 ont une longueur de 12 mètres pour 4,5 mètres de largeur. La hauteur du mât est de 20 mètres pour une voilure au vent de 115 mètres carrés et une vitesse maxi de 30 nœuds, c'est-à-dire 55 km/h. Par contre, les IMOCA sont équipés de foils. La longueur de 18 mètres pour 5,5 mètres de largeur, une hauteur de mât 29 mètres et une voilure de 160 mètres carrés pour une vitesse maxi de 35 nœuds, c'est-à-dire 65 km/h. Bref, les classes 40, c'est la performance accessible et les IMOCA, c'est la vitesse version high-tech. Et Zaoujati, tu es où? Nous voici devant les multicoques. À gauche, nous avons les Océans 50. Ok. Et à droite, nous avons les ultimes. Anna, tu peux nous dire la différence entre ces deux bateaux? Et bien sûr, Zaoujati, les Ocean 50 et les ultimes, ce sont tous les deux des trimarans, donc des bateaux à 3 coques. Mais attention, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Les Ocean 50 mesurent environ 15 mètres de long. Leur mât monte à 30 mètres et leur voilure fait 270 mètres carrés. Résultat, ils peuvent filer jusqu'à 45 nœuds, soit 83 km/h. C'est pas mal pour un bateau qui ne fait que glisser sur l'eau. Et voici les ultimes. Eux sont des vrais géants. 32 mètres de long, un mât de 35 mètres et une voilure énorme de 700 mètres carrés. Avec leur foil, ils se soulèvent au-dessus de la mer et vont jusqu'à 50 nœuds, soit environ 92 km/h. Bref, les Ocean 50, c'est la vitesse maîtrisée et les ultimes, c'est la vitesse supersonique. Bon vent à toutes et à tous.
Alors, ils partiront du Havre jusqu'à Martinique. Oui, tout ça pour un café, moi je vais au comptoir. C'est plus court. Chaque classe partira du Havre pour rejoindre la Martinique, en respectant un parcours bien spécifique que je vais vous montrer sur la carte. Les classes 40 vont vers les Açores, puis rejoindre la Martinique. Les IMOCA longeront les Canaries, l'île Canaries, puis vont aller vers la Martinique. Les Océans 50 fait une partie vers la côte africaine et contourneront vers le Cap-Vert pour rejoindre la Martinique. Et pour finir, les ultimes descendront jusqu'à l'ascension West Point et remonteront vers la Martinique. Merci de votre attention et n'hésitez pas à les suivre sur la carte virtuelle et bon vent à tous. Et regarde David, il court sur le pont. Bah, ça ressemble à une course, sauf que moi, je m'arrête pour le café. Eh, ces gars-là vont traverser l'Atlantique, dis donc. Bah, j'ai déjà du mal à traverser le parking sans trébucher, alors... Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Sally Boyker, je suis allemande, j'ai 34 ans, je suis navigatrice, ça c'est mon métier. Et oui, je suis médailliste d'argent des Jeux olympiques. Je m'appelle Paul Mérès, je suis technicien composite dans l'équipe Alep. Je m'appelle Lou Giard et je suis le team manager du projet. Donc moi j'ai 33 ans et je m'occupe du projet au quotidien, donc des athlètes qui vont naviguer et qui vont faire la transat, de l'équipe technique qui s'occupe du bateau pour l'entretenir et faire qu'il puisse naviguer et faire la transat, et puis aussi des relations avec le sponsor qui nous finance le projet, et puis les organisateurs de courses. Alors François Duguet, j'ai rejoint l'équipe Sodebo il y a 7 ans maintenant. Et mon travail dans cette équipe, j'ai le rôle de boat captain, c'est-à-dire que je suis le responsable technique du bateau et je suis en charge que le bateau soit prêt techniquement à naviguer avant chaque épreuve. Et quand le bateau ne navigue pas et qu'il est en maintenance dans l'atelier, c'est moi qui fais la coordination entre les navigants et les techniciens pour être sûr que le travail fait à l'atelier correspond à ce que les navigants veulent. Pourquoi avoir choisi ce sport? Qu'est-ce que vous passionne? Moi j'adore la voile depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de gros bateaux comme ça, donc ça m'a toujours donné envie de travailler pour ces bateaux. Ensuite, j'ai fait beaucoup de planches à voile pendant 15 ans, avec des compétitions à haut niveau. Et puis je me suis reconverti dans ces projets-là pour travailler sur ces projets. Alors moi ce sport, quand j'étais jeune, c'était une passion. Moi j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup être sur l'eau, je me sens bien sur l'eau, j'aime bien naviguer. Et c'est vrai que j'ai pratiqué d'autres sports, mais après mes études, j'ai réussi à trouver du travail dans le milieu de la voile professionnelle et de la course au large. Et du coup, j'ai réussi à allier cette passion pour ce sport-là et ma vie professionnelle, ce qui me permet tous les jours de travailler sur des bateaux et de naviguer une partie de l'année. J'ai toujours été passionné de voile et de course au large et j'aime bien la technique, du coup ça correspondait parfaitement à mes attentes. Comment gérez-vous la fatigue alimentation à bord? Alors à bord, donc là c'est une course en double. Donc quand elles ont besoin d'être deux sur le pont pour faire des manœuvres ou faire avancer le bateau, les deux sont en action. Et puis quand le rythme est un petit peu plus calme, il y en a une qui se repose et il y en a une qui reste sur le pont pour faire les manœuvres et régler le bateau. Et quand celle qui est en train de se reposer, c'est à ce moment-là où elle peut dormir, elle peut prendre un repas, elle peut prendre soin d'elle aussi pour l'hygiène générale, éventuellement envoyer quelques messages à la famille, à la terre. Mais c'est toujours en roulement.
Alors c'est pas facile parce que des fois on peut pas s'alimenter comme on veut. Le mal de mer, même si nous on est aguerris, et des fois on l'a un petit peu quand même. C'est très important évidemment d'arriver à se reposer quand on peut, mais on ne peut pas se reposer tout le temps parce que des fois les conditions météo imposent d'être en veille. Et il arrive qu'on passe 24 heures ou 36 heures Vous sans rouliez pouvoir. à chaque fois vous faites combien d'heures par Quand on est en équipage, on peut faire des roulements. Des Donc là, roulements, on voilà, arrive à se reposer pendant un quart du temps. Par contre, quand les bateaux naviguent en solitaire ou en double comme c'est là, c'est souvent quelques heures par tanche de 24 heures seulement de repos. Et quand les conditions sont calmes, il faut arriver à prendre du repos et à emmagasiner du repos pour les moments où ce sera plus compliqué. Heureusement, j'ai de la chance. Pour moi, il est facile d'accumuler le sommeil et bien manger à bord. En vrai, j'adore être sur le bateau et on dort normalement. En vrai, pour moi, heureusement, c'est pas un grand problème. Faut que bien manger avant et bien dormir avant. D'accord. Comment s'organiser la vie à bord? Alors, quand le bateau est mené en double, comme ça va être le cas là sur cette transat, toutes les manœuvres, évidemment, elles imposent que les deux personnes soient actives. Après, il y a certains rôles qui sont répartis entre les deux. La partie navigation stratégie, elle va plus être faite par Benjamin. La partie manœuvre, bar, etc., elle va plus être menée par Thomas. Mais globalement, les deux participent à part égale à la vie du bord. D'accord. Et bien c'est comme ça, on appelle ça des quarts. Donc les unes après les autres, elles vont se reposer. Et quand il y a besoin qu'elles soient les deux sur le pont pour faire des manœuvres, elles sont les deux sur le pont. Pas skipper, mais c'est un binôme du coup de 2 personnes. Et, le principe c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est réveillé à bord. Et du coup le bateau il est jamais sans surveillance entre guillemets. Du coup quand il y en a un qui dort, l'autre il sort et quand l'autre il est fatigué, il va dormir, c'est celui qui dormait qui prend la place. Et votre stratégie de course pour les premiers jours? La stratégie de la course? Ouais. Ben, souvent c'est difficile de s'éloigner de la France et de la Bretagne parce qu'il y a beaucoup de trafic en mer. Il peut y avoir aussi beaucoup de vent, donc c'est souvent le début de course, c'est presque là où on peut le plus abîmer le bateau. Donc la stratégie des premiers jours de course, c'est de rester avec les concurrents, mais surtout de ne pas abîmer le bateau parce qu'on sait que c'est dans ces premiers jours de course-là où on peut avoir le plus de problèmes et qui peut derrière nous demander d'abandonner la course. Donc on va surtout essayer de faire attention et de bien gérer en bon marin le début de la course. Il va dépendre de la météo. Pour l'instant, il y a pas mal de vent sur le départ. Donc il faut faire attention parce que c'est souvent le début du parcours de cette transat, la sortie de la Manche, le passage de la Pointe Bretagne et même la sortie du golfe de Gascogne. C'est la partie la plus difficile de la course. Après, une fois qu'on a passé la pointe du Cap Finistère espagnol, on attrape les alizés, etc. C'est plus relax. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des coups à jouer, mais sur la première partie de la course, il y a beaucoup à perdre et pas beaucoup à gagner. Donc il faut partir à fond parce que c'est une course rapide et qu'il faudra se caler sur le rythme des autres. Mais il faut surtout faire attention, il y a beaucoup de trafic maritime, il y a beaucoup de bateaux autour. L'important, c'est de ne pas avoir d'accident et de pas. Enfin, ça reste une course de longue haleine. 12 jours de course, c'est long. Il n'y a pas beaucoup de sports où le match dure 12 jours. Donc il faut partir vite, mais il faut être vraiment concentré au début et c'est vraiment pas ce qui est facile. Vous avez des peurs ou non? On peut se faire peur, mais souvent c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'on s'est fait peur. Il ne faut pas avoir peur avant d'y aller parce que sinon on n'y va pas. Voilà, comme les conditions météo vont être un peu violentes, je pense que ça va être de préserver le bateau et de pouvoir sortir de la Manche en toute sécurité. Quel est votre reduce la plus pendant cette course? Reduce? Quel est votre reduce? Redouter. Redouter. Ouais, je connais pas le mot. Alors qu'est-ce le défi? qui fait peur? Ah, ok, ce qui me fait peur. Oui. Redoute, comme douter. Ah, comme on s'approche de novembre, il y a beaucoup de tempêtes pour le début de la course. Et évidemment, ça me fait un peu peur. S'il y a trop de vent au début, il va faire aussi froid. Comme les températures sont pas énormes. Donc ça me fait un peu peur, mais à part de ça, je me sens un peu à l'aise. Une casse matérielle qui nous demande d'abandonner. Si la mer pouvait vous parler, qu'aimeriez-vous qu'elle vous dise?
Oh, alors ça c'est une question, là on est dans un domaine, moi je suis un technicien et je suis pas Ouais. très poète ni philosophe. C'est vrai que des fois sur la mer, les paysages sont quand même magnifiques et ça appelle un peu à la méditation. J'ai jamais réfléchi à cette question, mais Ouais. je vais y réfléchir à l'avenir. Et si on revient dans 2 ans, on refait l'interview, je pense que je pourrais vous répondre. Je suis une bonne copine de la mer. Moi, j'aime bien travailler avec la mer. Ok. Et elle me disait, je crois, tu peux faire tout ce que tu veux et je suis là pour toi. D'accord. Merci. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Ouvre-nous le meilleur chemin possible pour aller jusqu'en Martinique. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui aime votre métier? Bah, en tant que jeune, qui aussi, j'aurais pas trop de conseils à donner, mais je sais pas, de tenter sa chance et de ne pas hésiter à aller toquer aux portes, voilà. Ok, c'est compris, merci. Merci Et bon courage. Que la voile, contrairement à d'autres sports, c'est un sport où on peut pardon, être à maturité, donc on a le temps avant de construire sa carrière, donc il ne faut pas hésiter à progresser avant d'espérer un jour faire une transat comme ça sur un bateau de course. Ok, merci. De rien. Déjà, c'est un beau rêve, il faut croire à ses rêves, c'est important. Moi, quand j'étais jeune, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion ce week-end en arrivant. La première fois que je suis venu au Havre, c'était en 1997. D'accord. J'étais collégien et je suis venu voir le départ de la Transat Jacques Vabre. D'accord. Et j'étais déjà passionné de voile et c'est l'année où Tabarly avait couru avec Yves Parlier. Et il n'y avait pas tout ça de construit, hein. Le bassin ouais, Paul ouais, Vatine. En 1997, c'était encore un morceau du port de commerce. C'était très joli. Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup changé. J'aurais jamais imaginé en 1997 être 30 ans plus tard ici sur un bateau de 32 mètres. Voilà. Donc les conseils, c'est il faut travailler, c'est beaucoup de travail. Il faut faire du sport. Le sport, c'est important. C'est Il faut une important. bonne condition physique. Et après, il faut une formation. C'est sûr que la formation technique, moi j'ai fait des études d'ingénieur, mais on n'est pas obligé de faire des études d'ingénieur. Faire une formation technique, s'intéresser à la technologie, D'accord. c'est des sports mécaniques. Et avoir un bon bagage technique, c'est important. Et voilà, c'est ça les conseils. Ok. Je vous remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, hein. C'est un plaisir. Alors, tu te ferais sur lesquels des 4? Moi, Oui. je préfère le ferry. Il y a un beau ferry.
cette journée à découvrir ce village. Je n'ai plus de jus. Hey, prenez un café l'or.